Je vais passer directement au sujet qui est la présentation d'un bouquin que j'ai commis en quelques années et en marge de mon activité professionnelle qui était l'inspection générale de l'environnement. Et puis, donc ce livre est sorti en novembre dernier et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'il essaye d'être illustré par une cinquantaine d'exemples ou de démarches que j'ai trouvées, moi qui ne suis ni paysagiste ni ingénieur, mais simplement tombé dans le paysage il y a maintenant une trentaine d'années, que j'estime important pour asseoir une démonstration. Et ces soirées que nous organisons un peu partout en France, là c'est la troisième, et on va en avoir à peu près 8 ou 9 autres qui suivront. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est de donner la parole, lors de ces soirées, aux personnes qui, sur le terrain, parmi les 50 exemples que j'ai cités, sont ceux qui ont fait, qui ont réalisé, qui ont conçu ces actions exemplaires sur la manière d'asseoir la transition écologique sur le territoire perçu, sur je pense que c'est important d'aller aux réalités concrètes. Donc voilà, aménager les territoires du bien-être. C'est un titre qui est surtout appesanti sur l'idée de bien-être, sur l'idée quelque part que le paysage c'était un élément qui nous faisait mieux vivre. Et que le fait de se situer ou non dans un paysage ayant du sens à nos yeux, un paysage qu'on aurait contribué à façonner soi-même, par les différents débats publics qui peuvent avoir lieu, c'est mieux qu'une série de capharnaüm dont on a malheureusement beaucoup d'exemples à l'esprit. Au-delà des 50 exemples et des 3 qu'on va voir ce soir, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, il me semble qu'il y a 3 messages, en quelque sorte, dans ce livre. D'abord, ne pas oublier que nous parlons de démarche paysagère, de méthode. Nous ne parlons pas de paysage comme un résultat. Nous parlons, parce que ça, effectivement, des choses sont appréciables ou pas. Nous pensons au collectif paysage de l'après-pétrole, que le paysage va permettre d'accélérer, de faciliter, de mieux approprier la transition écologique qui est devant nous. Les défis qui nous attendent aujourd'hui pour l'énergie, pour se nourrir, avoir nos approvisionnements, pour vivre tout simplement dans les villes de demain, ça va être différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, même de ce qu'on peut imaginer. Et ça sera mieux, ça sera plus facile, plus rapide, moins conflictuel, si on commence par parler du paysage auquel on s'adresse. Donc le paysage, d'abord, il faut bien le dire, il est partout. Très souvent, et pour des raisons historiques parfaitement légitimes, on a confondu le paysage avec ses emblèmes, avec un certain nombre de lieux particulièrement appréciés. Ce qu'on appelle les sites. Ça a commencé par les chaos granitiques peints par les peintres de Barbizon. Et donc pendant des années, pendant un siècle et demi, le paysage, c'était les lieux emblématiques. Et nous, ce qu'on considère, d'abord, c'est que ces lieux emblématiques ne sont pas immobiles et qu'on peut y travailler. Et donc, le paysage, il est partout. Il y a la montagne Sainte-Victoire à l'arrière-plan, mais il y a aussi la ville d'Aix-en-Provence en bas. Et il y a dans cette capacité de traiter le sujet paysage non seulement dans les lieux emblématiques auxquels il s'est très souvent, dans l'esprit des gens, réduit, ça va faire du bien, ça va être plus cohérent, ça va être surtout le fait de concevoir et de percevoir les espaces emblématiques comme des espaces d'expérimentation et de modèles, de référence pour les paysages du quotidien. Les paysages du quotidien, on a commencé à en parler en France dans les années 70-80, quand on avait subi les modifications majeures induites par les 30 Glorieuses. La Datar avait fait un joli album photo avec des photos noir et blanc, et on avait l'impression d'être dans l'Ouest américain. Donc ça a interpellé un certain nombre de personnes, ils se sont dit qu'est-ce qui nous arrive ? Et on a commencé à parler de ces paysages du quotidien à partir d'une loi qui a 30 ans maintenant, en 1993. Là, c'est devenu un sujet de droit. Donc, la quotidienneté du paysage, c'est véritablement un message important de ce bouquin. Bien sûr, les espaces emblématiques, les espaces de référence, doivent non seulement être préservés dans ce qu'ils ont d'intéressant, pas forcément pierre par pierre et brin d'herbe par brin d'herbe.
mais réellement en sauvegardant l'esprit des lieux. Vous savez, au fond de la salle, de manière un peu discrète, le président du réseau des grands sites de France, Louis Villaret, que je salue ici. Et il est, avec le réseau des grands sites, avec la cinquantaine d'espaces engagés dans des opérations dynamiques de restructuration de leur paysage, de relever du défi de la surfréquentation, ils sont engagés dans un système de dynamisation de leurs espaces qui en fait aujourd'hui des espaces un peu expérimentaux pour les paysages de demain au quotidien. On verra tout à l'heure un exemple tout à fait frappant de la manière dont un grand site, celui qui est tout près d'ici, peut justement contaminer positivement par ses méthodes et par sa manière de traiter les territoires, les paysages alentours, qui sont ceux finalement que vous vivez, vous, Montpelliérains, dès que vous sortez un peu de votre commune. Ça, c'est le paysage partout. Deuxième sujet, voilà, paysage au Cap Fréhel comme dans des espaces plus communs qui essayent de faire correctement un travail de qualité. Paysage pour tous. Il y a une expression commune qui est assez redoutable et qu'on appelle les beaux quartiers. Beaux quartiers. Dans les beaux quartiers, il y a effectivement de belles maisons, de belles frondaisons, un calme, une harmonie. Tout ça, c'est tout à fait important. Sauf qu'il y a aussi des gens qui habitent ce qu'on appelle, depuis un article célèbre de Télérama en 2014, la France moche. Donc une des idées forces du livre, peut-être, c'est de se dire il faut que nous essayions de promouvoir un droit au paysage de qualité. Tout le monde a droit à être dans des beaux quartiers, même si ce n'est pas le synonyme d'une fortune particulière qu'on aurait acquise aujourd'hui. On a le droit à être dans des paysages harmonieux, apaisés, intéressants, ayant du sens. Après, chacun évaluera ce paysage en fonction de sa propre sensibilité, sauf que les sensibilités mises bout à bout forment un projet, et que ce projet va peut-être être un projet d'embellissement. N'ayons pas peur du mot beauté, d'embellissement du territoire où on se trouve. Faire de la France moche, de la France des périphéries, de la France des ronds-points, de la France des gilets jaunes en quelque sorte, des lieux de qualité, des lieux ayant du sens et des lieux ayant surtout une manière de traiter ses habitants comme des acteurs de ce territoire, ça paraît, je pense, être une belle solution pour traiter tous ensemble de ce qui nous attend maintenant, c'est-à-dire après les 30 Glorieuses, il y a la transition écologique, et la transition écologique, elle va forcément induire des transformations importantes de notre espace. Parce qu'on va remettre en cause peut-être les systèmes de mobilité, évidemment les systèmes énergétiques, évidemment, on va parler tout à l'heure, tout de suite, juste après mon propos introductif, de ce qu'a tenté de faire, de ce que fait le parc naturel régional du Haut-Languedoc sur une charte de l'éolien qui essaiera de concilier le caractère emblématique des paysages d'un parc naturel régional, donc c'est pas rien, avec la nécessité de produire une énergie qui soit décarbonée. Sur le point le plus difficile, évidemment, qui est ce qui se voit le plus, c'est-à-dire les éoliennes. Donc le paysage, le droit au paysage, c'est une formule que je crois intéressante et qu'il faut essayer de promouvoir et de mettre en œuvre pour de vrai, en participant aux débats, aux rencontres, etc. J'étais là, il y a 15 jours sur un territoire qui est juste là en photo, qui est le territoire de la Duchère, la 3e colline de Lyon. La Duchère, c'est un bel exemple, photo de gauche, c'est un bel exemple de l'urbanisme des 30 Glorieuses, des années 60, années 50, fin des années 50. Ça donnait ça. Et puis alors, une équipe paysagiste architecte, avec notamment un Montpelliérain qui est Alain Marguerite, s'est emparée de ce quartier avec les milliards d'euros de l'ANRU, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et ça donne quelque chose qu'on voit un peu, mais évidemment ça aplatit, la photo aplatit beaucoup les choses, et qui est sur la droite. Et sur la droite, pour y être allé
et pour avoir regardé en compagnie d'habitants. C'est quand même nettement mieux, et les gens y vivent mieux, le quartier s'est apaisé. Il est toujours pauvre, hein, c'est pas des gens très riches qui habitent là-dedans, mais c'est les mêmes qu'avant. Contrairement à beaucoup d'opérations de l'ANRU, beaucoup d'opérations de rénovation urbaine, on a gardé les habitants sur place. Et mieux encore, on les a fait participer à la confection du nouveau quartier. Alain Marguerite les a écoutés, les a auditionnés, il y a eu des interviews, il y a eu des restitutions d'interviews. Les gens se sont appropriés, plus encore qu'avant, la manière dont le quartier allait évoluer, et aujourd'hui, ça donne effectivement un endroit que je pense, sinon agréable à vivre, du moins beaucoup plus agréable à vivre qu'avant. Avec effectivement un système de parcs, un système de jardins partagés, un système de liaison douce, un système également de liaison avec le centre de Lyon. Il suffit de descendre ce magnifique parc du Vallon, qui est sur la couverture du bouquin. Un peu le hasard. L'éditeur a choisi ça. Et je trouve que c'est un bon choix, parce qu'on ne sait pas très bien où c'est, mais les Lyonnais, les gens habitants de la Duchère, eux, le savent. Voilà. Et puis, dernier point sur lequel je voulais insister, mais j'ai déjà un peu évoqué le sujet, un paysage de qualité, un paysage reconquis, un paysage dont on soit soi-même l'acteur de la reconquête, l'acteur à son niveau, à sa place, à son office, un acteur parmi d'autres, une pierre à l'édifice. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on se sent fier de ce qu'on a pu réaliser, de ce à quoi on a pu contribuer. Ça fait du bien parce qu'un paysage apaisé, un paysage harmonieux, on ne sait pas bien comment exprimer ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut dialoguer pour arriver à ça. Un paysage harmonieux, ça permet de mieux vivre. Il y a les Anglais qui ont une expression qu'on a beaucoup de mal à traduire en français, qui est « a healthy place », un espace qui donne de la santé. Et la santé, au sens de l'OMS, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est aussi un état de bien-être général. D'où le titre du livre. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce propos introductif, parce qu'on a quand même maintenant à entendre les trois exemples qui sont l'objet de la présentation de ce soir. Et on a fait une sorte de grand zoom avant. On est parti d'un grand territoire, celui du Haut-Languedoc. Je ne sais pas combien vous avez d'hectares, mais vous allez nous le dire. Donc, ce territoire, on va zoomer un peu plus sur le territoire de plusieurs schémas de cohérence territoriale autour du grand site de France labellisé des Gorges de l'Hérault. Et enfin, on ira dans l'opérationnel, dans le paysage qui facilite la transition écologique avec son changement climatique, l'érosion du trait de côte. Mon ancien directeur de l'Adréal, qui est ici dans la salle, me faisait remarquer qu'on avait aujourd'hui, avant-hier, ou il y a une semaine environ, commencé à démolir le fameux bâtiment construit en bord de mer à Soulac, qui s'appelait le Signal, et qui est devenu une espèce d'élément très célèbre en France, de la manière dont finalement aujourd'hui le changement climatique se rappelait très concrètement à notre sensibilité. Donc voilà, le Signal est en train d'être démoli. C'était un espace, c'était un élément de paysage, comme on dit. Demain, il ne sera plus là, il y aura un espace naturel à la place. Mais en tout cas, ça fait réfléchir beaucoup. Voilà. Donc, j'aurais dû le faire tout de suite, présenter Kathleen Rétoré, qui est à mes côtés et qui va être l'animatrice de la soirée, qui a accepté il y a une semaine de jouer ce rôle, qui a du coup un peu potassé le sujet et rencontrer téléphoniquement les intervenants, qui va leur poser une série de questions. Et moi, de temps en temps, je reprendrai la parole, mais je pense que j'en ai assez dit pour ce soir, sauf les questions que vous serez amenés à poser par la suite. Donc merci à tous d'être présents. Donc oui, effectivement, moi je suis Kathleen Rétoré, je suis membre du collectif des paysages de l'après-pétrole et je suis aussi paysagiste à mon compte et aussi en poste au Parc naturel régional des Alpilles sur le développement de la filière bois. Et donc je vais avoir la mission d'animer un peu cette soirée, de donner la parole aux différents intervenants et ensuite de distribuer aussi un temps de parole au public pour avoir un échange et un débat avec les différentes présentations qu'on aura eues et aussi la présentation de Jean-Pierre. Donc on va accueillir donc Amélie Madeleine Gers qui vient du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Donc bonsoir à tous, je suis chargée de mission urbanisme, architecture et paysage pour le parc naturel régional du Haut-Languedoc, en poste depuis 6 ans maintenant. Et du coup, on m'a demandé ce soir de vous présenter un outil que le parc a élaboré dans le cadre de sa charte, donc, qui est le document de référence pour l'énergie éolienne. Donc pour vous situer le territoire du parc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est aux portes du parc à 1 heure de Montpellier et à l'autre bout à 1 heure de Toulouse. Donc on est situé entre les agglomérations toulousaines et montpelliéraines et puis les plus petites agglos de Béziers et Castres. Donc le territoire du parc, c'est 307 183 hectares répartis sur 118 communes, avec donc 2 départements, plus qu'une seule région maintenant, mais initialement il y avait 2 régions, donc le département du Tarn et de l'Hérault, pour une population de un peu plus de 91 000 habitants. Donc la maison du parc est située à Saint-Pons-de-Thomières en son cœur. On est sur un territoire de moyenne montagne, sur les débuts et les premiers contreforts du Massif central. À cheval aussi, voilà, sur 3 climats, méditerranéen, océanique et montagnard. Donc la production d'électricité donc, sur le territoire du parc est essentiellement hydraulique, avec aussi de l'éolien en fort développement. Donc on produit à peu près 800 gigawattheures d'électricité avec les barrages qui sont présents sur le parc. Vient en deuxième position du coup l'énergie éolienne avec un peu plus, même d'ailleurs l'éolien a pris le dessus récemment, c'est vrai. Donc on a aussi un peu on commence à avoir du solaire photovoltaïque, mais pas énormément. La répartition donc des énergies renouvelables sur le territoire du parc donc est essentiellement l'éolien qui arrive en tête, avec toujours l'hydraulique derrière. On a la filière bois qui commence à se développer beaucoup plus, et le photovoltaïque qui reste encore une petite part. Donc le territoire du parc produit un équivalent à un besoin domestique de 800 000 habitants, sachant qu'on est 91 000 sur le territoire du parc. Donc on arrive à produire plus d'électricité qu'on a de population. Donc la production des énergies renouvelables donc, représente 170% de la consommation d'électricité du territoire. Donc voilà, on produit plus que ce qu'on consomme sur le territoire du parc. Donc on sert de producteur pour les communes voisines. Et la production de NR couvre à peu près 86% de la consommation globale sur l'énergie du parc. Pourquoi ? Parce qu'on a une forte importance des transports sur le territoire du fait de notre situation en moyenne montagne. Donc le territoire du parc du Haut-Languedoc, donc le parc s'est doté d'un observatoire des énergies renouvelables. Donc c'est une cartographie avec toutes les énergies spatialisées sur le territoire. Et du coup, on a un nombre d'éoliennes qui est suivi de près par l'Adréal. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc on a actuellement 215 éoliennes en fonctionnement sur le territoire du parc. On a 284 permis autorisés sur le territoire du parc. On a le premier parc qui date de 2004, donc qui est assez récent. La plus petite éolienne du parc est à 68 mètres en bout de pale. On a la plus grande qui est à 122 mètres. Donc là aussi, je vous expliquerai pourquoi 122. On a des grands parcs éoliens avec à peu près 23 éoliennes pour le plus grand, et 2 communes qui contiennent beaucoup d'éoliennes. La commune de Joncel qui en a 41, et Cambon et Salvergue dans l'Hérault qui en a 36. Et on a vu le premier dossier de repowering, donc de renouvellement de parcs éoliens, qui était le premier parc, en fait, celui de Riols, donc, qui est entré en renouvellement en 2018. Donc on a un document cadre sur le territoire du parc naturel régional. C'est notre fiche de route pour les 15 années de labellisation. Donc c'est la charte du parc, donc, qui court de 2012 à 2027, qui fixe une mesure spécifique pour les énergies renouvelables, donc qui est assurer un développement maîtrisé des énergies renouvelables. Donc les élus du parc ont souhaité dans cette nouvelle charte vraiment avoir
prendre la main en fait sur le développement des ENR sur le territoire pour essayer d'avoir des projets de qualité et éviter de se faire englober par les démarches des ENR sur le territoire. Donc avec 3-4 grands piliers, donc encadrer fortement toute forme d'énergie renouvelable pour préserver les paysages notamment et la biodiversité. Le document de référence pour l'énergie éolienne qui va faire partie prenante de la charte du parc puisqu'il va être intégré dans la partie la plus forte d'une charte de parc, donc le plan de parc. Une attention particulière qui est tout le temps constamment portée sur les effets cumulatifs des projets, dont on demande aussi à chaque projet une analyse précise, effets cumulatifs sur la biodiversité, sur les paysages et sur la qualité de vie. Et aussi donc, certaines prescriptions qui doivent être respectées. Donc le respect de ce zonage, qui est la première, et du cahier de référence et de recommandations qui va avec. La hauteur maximale, donc limitée à 125 mètres en bout de pale pour garder les petites machines. Voilà pourquoi la plus grande, elle fait 122. Et à l'issue de la charte, un nombre maximal de machines qui ne devra pas dépasser les 300 éoliennes. Donc actuellement, on a 284 permis autorisés. Il reste plus beaucoup de place. Pas de nouveaux projets sur des espaces paysagers sensibles qui sont identifiés au plan de parc aussi, donc les ensembles paysagers remarquables, ni non plus dans les espaces d'intérêt écologique majeurs reconnus sur le territoire du parc. Donc pour l'élaboration de ce document de référence, elle a suivi une méthodologie assez simple. C'était un zonage qui était réalisé dans l'ancienne charte, qu'on a repris pour la charte actuelle, qu'on a étoffé et qu'on a retravaillé. Mais on n'a pas retravaillé seul, on a travaillé sous forme de mise en place d'un comité de pilotage, donc avec des élus, les partenaires et les associations, les développeurs et les associations aussi anti-éoliennes, enfin les associations de protection aussi. On a mis à jour ce zonage et on a joint du coup un cahier de recommandations qui est destiné à tout porteur de projet. Donc, cette méthodologie a abouti donc à un zonage qui montre 5 sensibilités. Donc, la protection réglementaire, où là, on peut balayer, on oublie. Un secteur de sensibilité maximale qui va entraîner un avis négatif et défavorable du parc à tout projet qui sera situé dans ce secteur-là. Un secteur à sensibilité forte, un autre à sensibilité moyenne et un à faible. Pour ces 3 secteurs-là, on va analyser chaque projet dans une commission du parc qui est composée donc d'élus, à chaque fois du porteur de projet qui vient présenter son projet et des associations anti-éoliennes notamment aussi pour avoir le tour de table global. Et du coup, un cahier de recommandations qui impose une prise en compte des effets, qui aussi fixe à chaque étape du projet des recommandations et qui fixe aussi des recommandations avec une double entrée, avec une entrée aussi thématique. Donc sur le zonage, j'en parlais tout à l'heure, donc la protection réglementaire, donc tout ce qui est site classé, arrêté de protection biotope, les réserves naturelles, on a une réserve de chasse et de faune sauvage aussi sur le territoire du parc, un peu du périmètre UNESCO du canal du Midi aussi, et aussi un peu du périmètre UNESCO des Grandes Causses. Donc tous ces zonages-là les monuments historiques classés sont situés donc dans la protection réglementaire. Sur la protection maximale, donc qui entraîne un avis défavorable du parc, c'est une distance à moins de 500 mètres des habitations, et des habitations individuelles notamment. Pas non plus dans les ensembles paysagers remarquables, pas non plus dans les espaces d'intérêt écologique majeur. On a joint aussi le plan national de l'aigle de Bonelli sur ce zonage-là, puisqu'on a une population d'aigles qui sont protégés sur le territoire du parc et qui font sa valeur notamment écologique. On a beaucoup de sites Natura 2000, donc pas non plus de projets dans ces sites Natura 2000 qui visent à protéger les espèces et aussi les milieux. Et donc pas forcément sur les espaces naturels sensibles. Et on a joint dans cette zone maximale une spécificité pour le site du Cidovre, qui est un site géologique particulier et qui est notamment aussi un site de carrière de granit assez prégnant chez nous.
1 degré moindre, donc la sensibilité forte qui va prendre les autres espaces d'intérêt écologique, les sites inscrits, d'autres espaces naturels sensibles, mais qui le sont un peu moins que la zone maximale. On prend en compte la vie-faune et la zone de protection ZICO. En moyenne, du coup, on baisse dans les critères. On va prendre en compte que la vie-faune et les espaces d'intérêt écologique potentiels, donc ceux qui n'ont pas été avérés lors de l'élaboration de la charte du parc, notamment. Et la zone la plus faible, c'est les inventaires faunistiques et floristiques. Et toujours la vie-faune, mais là où on a beaucoup moins de données et beaucoup moins de présence qui est reconnue. Donc on a abouti à ce zonage-là. Donc voilà, avec une politique du parc assez forte, puisqu'il y en a une grosse partie de la zone rouge, mais du coup, tout projet en zone rouge entraîne un avis défavorable du parc. Les 2 préfets nous accompagnent dans notre avis et se basent sur la charte du parc. On a un petit dossier de contentieux actuellement sur un territoire dans l'Hérault où il y a un projet qui était fait dans la zone rouge. Le parc a donné un avis défavorable, le préfet a suivi. L'entreprise, le développeur a porté ça en justice, il a gagné, donc le préfet a dû modifier son avis. Et du coup, nous, parc, on attaque la décision du préfet pour faire valoir la charte du parc, puisque c'est quand même un document de territoire qui est fort, et on essaye de le faire valoir pour ne pas céder sur ces critères-là. Mais globalement, on est quand même suivi par les services de l'État. Le deuxième point, c'est donc le cahier de recommandations qui reprend donc chaque étape du tout début du projet jusqu'au démantèlement et donc à la remise en état ou au projet de repowering. Pour l'instant, on a plus des projets de repowering que du démantèlement sur les anciens parcs, mais on se laisse l'opportunité d'avoir une réversibilité d'un projet. Donc à la première étape, on a fixé plusieurs critères. Donc tout porteur de projet doit consulter le document de référence pour l'énergie éolienne qui est adjoint au plan de parc, prend contact avec nos services. On envoie toute une base de données qu'on a, donc toutes les données disponibles sur les données écologiques, les données paysagères sur ce territoire, sur le territoire du projet, aux porteurs de projet, qui consultent le zonage pour savoir si du coup on est dans la zone rouge ou pas. On insiste sur le recours indispensable d'un paysagiste dans l'équipe. Et on demande aux porteurs de projet de nous fournir une fiche de modalité de concertation pour s'assurer qu'il y ait une concertation à la fois pas que proche du projet, aussi surtout pour les communes alentours, qui est assez importante. Et on apporte donc une vigilance. Sur l'étape 2, c'est là où on permet de voir si nos premières recommandations et nos études ont été bien reprises dans le document. Donc c'est l'étude d'impact. On analyse tous ces effets et on va analyser toute une série d'effets, donc les effets directs, indirects, temporaires, durables et cumulés de tout projet. Sur la phase de chantier, on demande là encore un appui avec un référent paysage et un référent environnemental, notamment pour tout ce qui est suivi et installation du chantier. On veille au respect des mesures d'évitement, réduction et compensation, sachant que dans l'étude d'impact, on essaye d'orienter au maximum vers l'évitement et la réduction. La compensation vient vraiment qu'en dernier recours. On essaye de l'éviter, on essaye de demander aux porteurs de projets de l'éviter au maximum. On va aussi analyser donc les traitements sur les fondations, tout ce qui est chemin, acheminement, tout ça. On va faire vraiment une analyse assez poussée. Et on va surtout vérifier la mise en œuvre des suivis, notamment sur les chiroptères, sur la vie-faune, tous les suivis environnementaux. Pendant la phase d'exploitation, donc toujours, on veille sur le suivi des mesures. On demande aux porteurs de projet de nous communiquer les résultats des suivis. Donc on a plusieurs résultats de suivi qui nous sont communiqués afin de voir, et ça nous permet notamment, tous ces suivis-là, dans les zones où il y a déjà de l'éolien, d'avoir des mesures sur l'impact qu'il peut avoir pour d'autres parcs proches. Et on a mis un garde-fou, donc si on voit qu'il y a un impact qui est trop fort, qui est avéré,
On sollicite là une réunion sous forme de comité de suivi, donc c'est la même commission du parc qui se réunit avec le porteur de projet pour en discuter. Et la dernière étape, donc le démantèlement, on demande une remise en état avec une reconquête le plus rapidement possible du paysage, une réversibilité du projet. On préconise une caution bancaire pour pouvoir permettre cette réversibilité du projet auprès du développeur. Et tout projet fait l'objet d'une évaluation qui doit être faite. Et on a demandé, donc dès 2012, une nouvelle instruction s'il y a un repowering, qu'on retraite le projet comme s'il était nouveau et pas ancien, avec les données du coup qu'on peut avoir. Et enfin, les thèmes et les sous-thèmes, ça c'est la deuxième entrée du cahier de recommandation. Donc on a 3 grands thèmes. Le premier qui est celui des paysages, patrimoine culturel et bâti. Donc là, on va analyser les perceptions lointaines, perceptions rapprochées. Donc on a toute une méthodologie qui se fait avec des objectifs fixés, une méthodologie d'analyse préconisée, des recommandations et des documents, une liste de documents à fournir. Donc pour chaque étude d'impact. Donc ça, en 2012, c'était assez innovant. Bon, maintenant, les projets, on voit, sont beaucoup plus étoffés, mais en 2012, c'était particulièrement innovant là-dessus. On analyse aussi le patrimoine naturel. On demande tout plein de critères sur le patrimoine naturel. Et sur les écosystèmes. Et on a aussi intégré une notion d'écologie du paysage dans les recommandations qui est assez forte. C'est tout ce qui est tram verte, tram bleu, ce qu'on appelle maintenant, et tout le système éco-paysager qui peut tourner, notamment sur certaines zones de bocage. On prend en compte aussi le troisième volet qui est les techniques et l'habitat, donc l'habitat, la proximité. L'habitat, on demande aux porteurs de projets de prendre en compte toute construction isolée et à moins de 5, on a fixé un quota, je crois, à moins de 5 constructions. Donc ça reste quand même en groupement assez faible, donc qui nous permet d'avoir une analyse fine de l'habitat, parce qu'on a un territoire de montagne avec beaucoup de petits hameaux et de petits écarts. Donc c'est important. Et donc pour la partie paysagère, on va dire pour l'analyse, on va analyser vraiment tous les tenants et les aboutissants du projet, à la fois aux échelles éloignées, à la fois aux échelles proches, tous ces impacts-là, jusqu'au bloc de transformation et à son intégration architecturale. Aussi à la clôture, et on va réfléchir aussi sur l'acheminement des éoliennes, voir si elles ne dégradent pas de paysages, notamment lors du transport, puisque c'est des transports quand même aussi exceptionnels qui peuvent, on ne le sait pas, mais dégrader des ronds-points, des aménagements qui ont été faits. Donc voilà, on va analyser tout ça, et on va aussi analyser tout la forme des pistes, notamment aussi, pour qu'elles s'intègrent au mieux dans le paysage. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'avais une petite question. Quels sont les principaux freins rencontrés lors de l'application en fait, de ce document de référence, et les freins auprès des acteurs, et s'il y en a, auprès de quel acteur en particulier ça pose problème, si c'est des élus ou les développeurs eux-mêmes? Alors le plus gros frein qu'on a, c'est auprès des développeurs. Donc on leur fournit le cahier de recommandations. Ça reste des recommandations, c'est pas des préconisations. Donc on a certaines études d'impact qui sont moyennement réalisées, on va dire. Et lors de notre analyse, donc à savoir quand le dossier passe en commission du parc pour avis, ce n'est pas le porteur de projet qui fait la présentation, c'est les techniciens du parc qui font l'analyse de ce qu'on a, de l'étude d'impact qu'on a retenue devant le porteur de projet. Donc il peut compléter, amender. Et généralement, voilà, ça peut être un frein, puisque des fois il nous manque des études d'impact qui sont moyennes, on manque d'informations sur certains volets. Moi, moins sur la partie paysagère, mais par exemple, mon collègue de l'environnement le relie souvent. Il y a des outils d'analyse qui sont des fois moins utilisés. Ça, c'est un frein. Et du coup, quand il y a un manque de documentation, comment se positionne le parc quel est le poids qu'il a, en tout cas, vis-à-vis de la réalisation du projet?
Alors pour certains projets, on peut demander un complément d'information. Donc généralement, quand le dossier passe pour avis, le porteur de projet peut nous rapporter un complément derrière ou répondre au parc en ajoutant des compléments. Ça, ils le font beaucoup pour essayer de lever les points, on va dire, les moins forts. Un petit commentaire à faire, qui est un commentaire un peu d'admiration pour la manière dont le parc, son équipe technique, mais aussi tous ses élus, son président, etc., finalement ont anticipé une évolution législative qui vient à peine d'intervenir. Enfin, qui est même pas, la loi n'est même pas promulguée. Et dans cette loi, l'accélération des énergies renouvelables, enfin, il est question non seulement de territorialiser un petit peu les implantations d'énergies renouvelables, mais en ce qui concerne les parcs naturels régionaux, d'indiquer que dès lors qu'il existe dans la charte du parc des dispositions relatives aux énergies renouvelables, il y a un lien de compatibilité avec les PLU, avec les documents d'urbanisme de droit commun. Et ça, quand vous l'avez fait, vous, il y a 10 ans, 2012, il y a 10 ans, c'était pas légal. Et je suppose qu'à l'époque, mes bons ex-collègues des directions départementales des territoires, les préfets, etc., ont dit, mais de quoi vous mêlez-vous ? Vous, le parc, de dire, mais on veut sur notre territoire, non pas interdire les énergies renouvelables, ou les éoliennes en l'occurrence, mais vous dire un peu mieux où les mettre et comment les mettre, et vous accompagner dans un processus d'harmonisation d'un paysage de l'après-pétrole. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de vous mettre un peu en avant là-dessus, parce que vous avez été rattrapé enfin par le droit. Le législateur a reconnu que ce n'était pas idiot de faire appel, pas simplement au droit de veto des maires, des choses comme ça, mais qu'il puisse y avoir une territorialisation de ces implantations et pas simplement un système d'opportunité foncière et un système d'aller voir le maire pour lui dire « Monsieur le maire, voilà, ça va vous rapporter tant, et puis mettez-moi on peut mettre nos machines à tel endroit ». Et puis brusquement, les gens qui découvrent ça, rendez-vous compte, un beau matin, cette énorme modification visuelle, qui n'est pas forcément une mauvaise modification visuelle, mais en tout cas une modification significative. Et le premier âge, en quelque sorte, de l'implantation des éoliennes en France a été un âge de pure opportunité et d'absolue absence de réglementation ou de capacité des territoires de dire leurs mots. Comprenez pourquoi aujourd'hui il y a tellement de détestation des éoliennes. Peut-être juste pour compléter, du coup, à chaque fois, les préfets aussi étaient mêlés à ce comité de pilotage pour l'élaboration, donc tout le monde la charte de parc a été faite d'un commun accord. Après, par contre, la réflexion, ce qui a pris, c'est vrai qu'en 2012, on était très précurseurs sur ces démarches-là. Et on le voit aussi un peu aujourd'hui avec le PV au sol qui commence à arriver sur le parc. Oui, le photovoltaïque au sol qui commence à arriver sur notre territoire de parc. Et on n'a pas ce document pour le photovoltaïque. Donc, les études sont beaucoup moins fournies que pour l'éolien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la commission, ce qui a abouti, notamment maintenant ce que les élus et ce que tout le monde se pose en commission essentiellement et demande aux porteurs de projets, c'est l'ouverture du capital. Parce que de plus en plus, du coup, les porteurs de projets se sont mis, suite à cette réflexion qui a été faite, à l'ouverture du capital pour les collectifs et pour la population, de les inclure dans le capital. Donc ça se fait de plus en plus et ça, c'est à suite à la concertation à chaque fois qu'on met en place. Alors, on va accueillir Emma Bouteau pour la seconde présentation. Donc Emma, pouvez-vous nous expliquer à votre tour comment vous avez décidé d'utiliser l'approche paysagère pour anticiper le développement territorial des vallées de l'Hérault, enfin de la vallée de l'Hérault, et quels sont les atouts justement de l'approche paysagère et pourquoi ce choix ? Donc, je suis Emma Bouteau, je suis paysagiste de formation et je suis aujourd'hui en charge de toutes les missions paysages pour le Grand Site de France des Gorges de l'Hérault. Le Grand Site de France, peut-être que je vais vous montrer un petit peu mes images et puis ça répondra à la question. Je vais vous y emmener un petit peu avec moi. Le Grand Site de France, vous devez le connaître en partie. À l'origine, c'est autour du village de Saint-Guillaume du Désert.
et du cirque de l'Infernet. C'est un site qui est spectaculaire, qui est magnifique, et parce qu'il est magnifique, il a été envahi, extrêmement fréquenté. Et l'origine du projet de Grand Site, c'est d'abord une réponse à cette surfréquentation. Et c'est vraiment de désengorger les gorges qui se retrouvaient chaque année complètement envahies, les chemins bouchés, les voitures partout. Donc l'origine du projet, c'est pas d'abord la démarche paysagère, c'est répondre à cette grande fréquentation. Et c'est ça qui a fédéré d'abord l'action politique. Donc il y a eu des aménagements, le projet du Pont du Diable, le site d'accueil que vous devez peut-être connaître. Et donc le projet de Grand Site est né sur la communauté de communes de la vallée de l'Hérault, sur les communes autour du site classé du cirque de l'Infernet de Saint-Guilhem-le-Désert. Et quand quelques années après, les gorges de l'Hérault, dans leur ensemble, ont été classées par l'État, ça a été l'occasion d'étendre le Grand Site de France sur ce périmètre-là qui subit ces mêmes pressions liées au tourisme. Et c'est là qu'est né donc ce territoire qui était concentré sur une communauté de communes est sorti des limites administratives et s'est étendu sur un périmètre qui avait une logique purement paysagère autour de ce paysage modelé, structuré par sa géologie, sa géographie, plus que par une logique administrative. Et donc le projet de Grand Site s'est étendu sur ces 3 unités de communes. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de lier, de fédérer des élus, des habitants autour de ce projet-là. Parce que le projet de label, ça n'est pas une contrainte, ça n'est pas une réglementation, c'est une labellisation qui se félicite, qui note un engagement local. Donc la mission du Grand Site, c'est d'abord d'accompagner, de porter des projets positifs pour préserver ce paysage-là. Donc pour répondre à la question, d'abord on a voulu répondre à cette question de la fréquentation, et quand le Grand Site a été structuré, qu'il y a eu des premières réponses qui ont été apportées, il a été temps de structurer la démarche et de dire quel est le projet pour le territoire, quelle est la stratégie qu'on veut mettre en place pour préserver durablement nos paysages. Et donc c'est là qu'a été mis en place ce plan de paysage pour décider ensemble avec les élus, avec les habitants et les porteurs les acteurs, les partenaires du territoire, quelle stratégie on voulait mettre en place. Et ce qui est important, c'est que ce plan de paysage, on ne l'a pas fait que, là je vous ai présenté ces 2 premières planches, on voit vraiment le cœur du site, ce qu'on a appelé nous dans le plan de paysage le joyau, donc les gorges de l'Hérault qui fait la colonne vertébrale de notre territoire, mais le Grand Site, il n'est pas contraint juste au site classé. Il s'étend aussi un petit peu en arrière sur ce qu'on a nommé le refuge et les balcons. Vous connaissez peut-être, ici on est sur le causse de la Selle, donc c'est un paysage de garrigue, pas forcément facile d'accès, couvert de cette végétation dense. On a de temps en temps de la vigne qui s'insère au milieu. On a aussi la vallée de la Buège qui rentre dans ce territoire-là, qui est plus difficile d'accès, qui est soumis à des enjeux qui ne sont pas ceux de l'hyper-fréquentation touristique, mais d'un site qui est plus reculé, plus difficile d'accès, dans lequel la forêt, la garrigue a tendance à se développer avec une fermeture des paysages, un risque incendie, une certaine des pertes au niveau de l'habitat et une très grande fragilité quant au report de l'activité touristique. Si on veut baisser la fréquentation à Saint-Guilhem, on ne veut surtout pas que ces sites-là qui sont précieux et qui n'ont pas du tout la capacité d'accueillir trop de monde soit dénaturée. Donc il y a cette 2e unité paysagère du refuge, elle n'a pas du tout les mêmes problématiques, mais elle crée l'identité de ce territoire-là, elle compose une partie de cet esprit des lieux, et donc c'est important dans le plan de paysage qu'elle en fasse pleinement partie. Et le choix qui a été fait quand on a souhaité identifier comme ça cette stratégie paysagère, c'est aussi d'inclure un territoire qui est en dehors de notre Grand Site, qui n'est pas à proprement parler le site classé, mais qui fait partie des portes du site. Ça va être toutes les plaines et les vallées cultivées par lesquelles tout visiteur qui accède au site y rentre. Donc ça va être en arrivant par l'autoroute depuis Gignac et Saint-André-de-Saint-Gonis, ça va être en arrivant depuis Saint-Martin-de-Londres au niveau de la plaine de Ganges. C'est des territoires qui sont beaucoup plus faciles d'accès. C'est là que s'est installé le plus les habitations et l'urbanisation. C'est là qu'on a aussi nos plaines agricoles et notre mer de vigne. Elles n'ont pas du tout les mêmes enjeux. Elles subissent énormément la pression urbaine de Montpellier. Et c'était important en tant que grand site d'inclure complètement cette problématique
en partie pour les visiteurs qui accèdent avec cette vision touristique de rentrer dans un site, de ne pas avoir une scission entre le site que l'on veut voir et ses portes d'entrée, mais c'est aussi indispensable pour les gens qui habitent le territoire, que le territoire du quotidien dont on parlait au début soit complètement intégré dans cette volonté de préserver durablement l'esprit des lieux et que la dynamique paysagère soit souhaitée et pas subie. Or, c'est là qu'il y a le plus de transformation. C'est là que l'urbanisation elle est galopante, que les milieux naturels, les milieux agricoles sont sous pression. Donc, c'est important de l'inclure. On le voit là aussi sur ces entrées de bourg, comment ces paysages du quotidien habités peuvent être travaillés. Donc, là, je vous ai mis juste des petites cartes pour vous situer. On est tout en haut, on voit le périmètre de notre plan de paysage, donc nos 60 000 hectares à peu près, au nord de Montpellier en allant vers les Cévennes et se rapprochant du parc. Si on voit sur cette carte-là, on a les 3 périmètres. On voit en hachuré le site classé, nos 8 000 hectares de site classé. En rouge, c'est le périmètre du grand site de France, qui englobe donc un peu l'arrière-pays, ce fond de Seine dont je parlais, et qu'on a étendu, on a presque triplé la surface, puisqu'on est à 60 000 hectares sur les 28 communes qui composent le plan de paysage. C'est là aussi où il y a le plus d'habitants, c'est là où il y a le plus de population, et on passe donc de 15 communes de Grand Site de France à fédérer à 28 communes. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la démarche paysagère elle est indispensable. J'avais justement une remarque à ce sujet, en intégrant des communes qui sont aussi éloignées, enfin en tout cas de la zone cœur. Est-ce qu'il y a eu un travail de préfiguration à l'élaboration du plan de paysage pour justement fédérer tous ces élus autour de cette question et les sensibiliser à la démarche paysagère? Parce que pour les communes qui sont dans les zones cœur, l'enjeu paysager il est relativement connu, je pense. Mais pour les communes qui sont en périphérie, est-ce qu'elles ont conscience aussi qu'en fait, l'objectif, c'est de faire tâche d'huile et de s'intéresser au paysage du quotidien? À l'origine, le grand site, il était uniquement sur la communauté de communes Vallée de l'Hérault. C'était un petit nombre de communes qui arrivaient à se rencontrer régulièrement pour parler du projet du grand site. Quand le grand site s'est étendu au nord, on s'est étendu sur 3 communautés de communes et sur des territoires qui ne se parlent pas forcément parce qu'ils ne sont pas forcément tournés dans la même direction. Le lien qu'on a, qui est cette colonne vertébrale, c'est un lien géomorphologique, mais ce n'est pas un lien forcément du quotidien. Les gens de Gignac ne vont pas au quotidien à Ganges et inversement. Et donc il y a eu un gros enjeu dans le plan de paysage de fédérer tout ce monde-là, et des élus, et des habitants, et des acteurs du territoire. Et donc pour ça, on a mis en place une certaine forme de concertation. Alors on ne peut pas concerter forcément dans tout ce qui est possible. Donc on a choisi les axes qui étaient importants, et on a fait des temps de travail avec les élus, d'abord pour découvrir le territoire et faire remonter les enjeux de chacun. Donc ça a été là matérialisé par une sortie en bus, où sur une journée, tout le monde est parti ensemble, sillonner le territoire, s'arrêter dans des points qui étaient importants, et pour faire ressortir les besoins de chacun. Et c'est aussi un temps de partage avec le grand public où on n'a pas eu la possibilité, c'était pas le choix qui a été fait de faire une concertation de construction ensemble avec des petits groupes, mais par contre de rassembler un maximum de ressentis, de vraiment avoir une concertation quantitative. Et donc on est allé auprès des habitants en allant dans les marchés pour recevoir des impressions, des attentes. Moi, ce que je veux pour mon paysage demain, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, ce qui me plaît pas. On est allé auprès des habitants, auprès des touristes, lors de temps pendant l'été, lors de temps pendant la fête de la nature, par exemple, des événements qui rassemblent du monde pour recevoir et collecter des ressentis. Et de là, on a pu identifier cette vision-là. Donc on a abordé, c'est vraiment le plan de paysage, d'abord une démarche fédératrice pour lier et identifier les enjeux qui sont communs. Et le paysage, là où c'est important, c'est qu'il traite de quelque chose qui est assez universel. On n'a pas tous les mêmes points de vue. Politiquement parlant, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Dans son quotidien, qu'on soit viticulteur, exploitant de canoë, touriste ou habitant, on n'a pas du tout le même point de vue. Mais quand on parle du paysage, on parle de quelque chose qui touche à nos sentiments, à nos émotions. Quand on parle d'esprit des lieux, on parle de ce qui fait qu'on est ici et qu'on n'est pas ailleurs. Et ça, c'est fédérateur. Et donc, en démarrant de ce point de vue-là, après, on arrive à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que l'on veut préserver, et vers quel chemin on veut avoir et vers où on peut aller. Et c'est là qu'on commence à parler de la stratégie, de ce que l'on veut pour le paysage de demain,
et qu'on commence à être plus dans le projet et à du coup fédérer ces points de vue qui ne sont pas tous les mêmes. Là aussi, comme pour la précédente intervention, on a finalement un territoire qui fait preuve d'un grand courage, parce que finalement on ne lui demandait pas grand-chose, on lui demandait de réguler les flux. Alors ça, ils ont fait le boulot, ils ont fait un beau parking, ils ont éloigné les visiteurs du lieu le plus recherché dans la visite, mais ils ont décidé d'aller au-delà. Et cette capacité de migration vers un espace de très grande complexité et d'un nombre de populations considérables, c'est quand même pas évident à faire, avec assez peu finalement de financement des partenaires, hein, parce que une fois qu'ils ont fait le travail de cœur de métier qui consiste à réguler les flux, on ne leur demande pas forcément ça, ils l'ont fait quand même. Et ça prouve bien que cette dichotomie, cette opposition que l'on a parfois entre les paysages protégés et les paysages du quotidien est une fausse dichotomie, est une fausse opposition qui nous entraîne finalement à des impasses. On va s'occuper des paysages protégés, bon, on va les protéger très bien, puis rien ne va s'y passer, alors que c'est pas vrai. Il faut qu'il s'y passe des choses, ne serait-ce que parce que les arbres poussent et parce qu'il y a de l'exploitation agricole, ou simplement qu'il faut entretenir des maisons anciennes, ou pas anciennes d'ailleurs. Donc, l'opposition paysage protégé, paysage du quotidien n'existe pas. N'existe pas. Si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment de cette intervention, c'est vraiment ça. Deuxième chose à retenir, me semble-t-il, c'est les habitants sont consultés par leurs représentants élus et par tous les moyens possibles que vous venez d'écrire à l'instant. Donc je pense que véritablement, là, ça fait écho à la Convention européenne du paysage, qui parle des paysages comme partie de territoire tels que perçus par les populations. Si les populations ne sont pas consultées, on ne fait pas de démarche paysagère. On fait autre chose. On fait quelque chose de bâti avec du végétal, peut-être. On ne fait pas une démarche paysagère. Et puis d'autre part, il faut effectivement voir que le paysage, il est partout, partout, partout. En ouvrant nos volets, en ouvrant nos fenêtres, ou en allant dans des endroits fabuleux. Moi, j'avais juste une autre question aussi sur l'ambition du plan paysage à l'avenir, puisque le plan paysage, c'est une étude qui aura des livrables, ou peut-être qui sont en train d'être terminés. Mais du coup, voilà, quelle est l'ambition pour l'avenir et la mise en application justement de ce plan paysage, que ce soit en termes d'animation ou d'opérationnalité derrière? Mais il y a plusieurs volets à ce plan de paysage. On a terminé, on va dire, l'étude en mai dernier. Et donc, on est en plein dans la phase d'animation de ce projet-là. Il y a des actions très opérationnelles de chantier à réaliser sur le pont à Saint-Étienne-d'Issansac. On a un peu les mêmes enjeux qu'au pont du Diable, etc. Il y a une mission qui est très importante, qui est celle de la mission architecte et paysagiste conseil, qui est un peu similaire à celle du CAUE, où on a besoin d'un conseil avisé au quotidien, humain, auprès de tous les gens qui peuvent, un jour ou l'autre, aménager leur territoire. Donc les élus, mais aussi un agriculteur, mais aussi un habitant. Donc on a cette mission qui a été étendue. Elle existait déjà au niveau du grand site et on l'a étendue du coup à l'ensemble de ces 28 communes-là. Il y a des approches de sensibilisation et il y a un des volets qui a été identifié dans le plan de paysage, qui est la question de la transition énergétique, sur laquelle nous, on est extrêmement, comme beaucoup de territoires, mais on l'a subi pour partie, notamment avec la question du photovoltaïque. Et il y a la volonté en tant que grand site d'être aussi exemplaire et puis de ne pas subir cette situation-là, de reprendre le contrôle et de décider dans le territoire qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, un des volets identifiés au plan de paysage était d'animer un plan de paysage transition énergétique. Ce projet, il est déjà lancé, on l'a entamé dans la foulée. Avec une équipe qui est un peu dans la salle, qui mène de ce concert l'enjeu paysage et énergétique. Et ça, c'était hyper important d'avoir ces deux équipes qui soient capables de se parler. Et c'est difficile aujourd'hui de lier ces deux sujets. Et donc, on a engagé depuis 6 mois un diagnostic qui permet de synthétiser quels sont aujourd'hui nos enjeux sur la question du paysage. Donc, on a un beau travail qui a déjà été fait. Qu'est-ce qui est fait sur la question de la transition énergétique? Il y a des plans climat qui sont faits, etc., mais qui ne parlent pas de la question paysagère. Et comment on peut faire se parler les deux et puis faire phosphorer aussi un peu avec le territoire quels sont les vrais besoins en prenant conscience
le projet énergétique par l'entrée paysagère et de pas se dire je veux produire telle chose à tel endroit, mais de dire j'ai quel paysage, quelles ressources sont caractéristiques chez nous, à partir de là qu'est-ce qu'il m'est possible de faire pour faire la sobriété, pour optimiser les consommations énergétiques et éventuellement si on veut produire comment ça va se faire et de quelle manière pour bien s'intégrer. Et donc, on peut, dans la même logique que le plan de paysage, on lance ce plan de paysage transition énergétique, aussi en concertation, pas auprès du grand public directement cette fois-ci, parce que c'est trop neuf, on n'est pas mûr. On s'adresse vraiment aux élus, à nos partenaires. Et dans un deuxième temps, on pourra après s'y adresser au grand public. Et on met aussi de nouveaux outils, du collectif PAF notamment. On a mis en place l'outil étape avec succès cet automne. Donc voilà, on essaye un peu on teste un peu. C'est vraiment une démarche expérimentale des grands sites de France. On est 5 grands sites à tester cet outil-là. Et si on arrive bien à le mettre en place, ça pourra peut-être servir à d'autres territoires après. L'outil étape, pour dire 3 mots là-dessus, c'est un serious game, c'est un jeu à part avec des cartes géographiques, avec des cartes à la main, des cartes à jouer. Ça s'agrège à un autre jeu du même genre qui s'appelait Destination TEPOS, Destination Territoire Énergie Positive. Dans ce jeu de Destination TEPOS, on est sur l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique d'abord, on ne consomme pas, on consomme moins, l'efficacité, on consomme mieux, et ensuite le panel de renouvelables à partir des ressources locales. Le jeu Destination TEPOS, il aboutit à un grand tableau de chiffres. Pas terrible pour les populations, enfin ça permet de fixer les choses en matière de stratégie énergétique, c'est que pas rien. Sauf qu'après, on confronte ça avec les unités paysagères, avec les valeurs paysagères du lieu, et on regarde comment ça marche, et on regarde finalement où implanter ce qu'on a décidé de faire en termes de sobriété, en termes d'efficacité et en termes de renouvelables. Et parfois, ça amène à modifier un tout petit peu le tableau de chiffres. Voilà. Donc on va accueillir maintenant Cédric Bohin du Conservatoire du Littoral qui va nous parler du projet du petit et du grand travers. Oui, bonsoir à tous. Donc je suis délégué de rivage, c'est-à-dire responsable de l'antenne Occitanie, on appelle toujours Languedoc-Roussillon, du Conservatoire du Littoral. Donc effectivement, on a mené ce projet sur un projet, on va dire, ambitieux, en tout cas emblématique pour le Conservatoire du Littoral, même à l'échelle nationale, sur ce secteur donc, qu'on appelle la plage des Montpelliérains, qui est située entre la station balnéaire de la Grande Motte et celle de Carnon. Les objectifs, en fait, la situation, à l'époque, c'était une très forte fréquentation, donc on retrouve un peu les mêmes enjeux sur ce site, une fréquentation un peu anarchique, donc des problèmes de sécurité, des problèmes d'érosion du trait de côte très importants qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui, et donc un espace qui est très fortement dégradé, on va dire. Donc on retrouve les missions, les objectifs du Conservatoire du Littoral. Donc vous savez, on est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Environnement. Notre première mission, c'est d'acheter du foncier sur le littoral pour le préserver. Ensuite, de préserver tous les patrimoines qu'il peut y avoir sur ce littoral, donc qu'ils soient naturels, bâtis, culturels, et d'accueillir le public. Donc les terrains ont été acquis par le Conservatoire en quasi-totalité dans les années 80. Et donc l'idée de ce projet a émergé, on va dire, un peu avant les années 2000. Il a fallu 15 ans pour le réaliser, donc on reviendra peut-être sur les modalités de concertation. Donc il a fallu beaucoup de temps pour cela. Voilà le site tel qu'il est aujourd'hui. Donc on a la station de Carnon dans le dos, la station de la Grande Motte qu'on voit très loin. Et donc on peut voir l'ancienne trace d'une route qui reliait 2 stations balnéaires, juste derrière la dune ici. Voilà. Donc un des faits marquants effectivement de ce projet, ça a été de supprimer cette route littorale pour permettre de reconstituer l'ensemble de l'écosystème dunaire. Donc c'est ici que les gens passaient et se garaient de manière anarchique. Il y avait une 40aine de passages vers la plage et une divagation des gens un petit peu partout. Donc le fait marquant, ça a été la suppression de cette route. L'objectif étant donc de répondre à cet objectif d'accueil du public, de sécurisation et de reconstitution de l'écosystème dunaire pour amortir les effets du changement climatique, des tempêtes et diminuer l'accélération de l'érosion sur ce secteur. Donc on ne le voit pas trop sur cette photo, mais il y a toute une série d'épis dans notre dos, côté Carnon. On est à la fin et donc il y avait une encoche d'érosion très importante sur ce secteur.
Donc pour la descriptive du projet toujours, on a supprimé cette route, écosystème dunaire reconstitué, et donc une aire de stationnement a été recréée en retrait le long de la route départementale. On a recréé à peu près 1000 stationnements. On va dire que c'est un projet un peu pilote. D'ailleurs, il fait partie des 10 sites pilotes du Conservatoire du littoral sur les sujets d'adaptation au changement climatique. On a un programme Life Adapto qui vient de se terminer. Et donc, il était bien dans cette démarche-là. Et donc, la mission a été... on délègue souvent la maîtrise d'ouvrage de nos projets au Conservatoire, aux collectivités. Donc là, c'est l'agglomération du Pays de l'Eure qui a porté ce projet. Et effectivement, on a confié l'ensemble de l'opération à un paysagiste. Alors pour le conservatoire, c'est un peu dans nos gènes, on va dire, cette approche paysagère. Dès nos projets, pour quasiment tous nos projets, on fait des schémas d'intention paysagère. On a des paysagistes qui nous accompagnent, des paysagistes conseils, bon, chaque délégation, donc on a des marchés, chaque délégation a un paysagiste conseil. On a un paysagiste conseil de l'État au niveau national auquel on peut faire appel, et ça c'est très récent, ça a été acté il y a à peu près 2 semaines. Et en fait, cette approche paysagère, pour nous, elle correspond à la manière et à nos objectifs et à la manière dont on veut développer des projets. Donc, on a parlé d'esprit des lieux tout à l'heure. Pour nous, c'est très important de faire sentir l'esprit des lieux. On est sur des milieux naturels ou agricoles, mais souvent naturels, qui évoluent, et notamment du fait du changement climatique. Et donc cette approche paysagère, elle traduit cet esprit des lieux, elle traduit ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est-à-dire une approche sensible des sites pour qu'ils soient abordés via cette sensibilité et pour qu'ils soient du coup, on va dire, mieux respectés et protégés. Alors, il y a un enjeu aussi particulier dans le contexte actuel du changement climatique, c'est que ce qu'on prône au Conservatoire du littoral, c'est une approche on va dire, souple. Donc on appelle ça la gestion souple du trait de côte. Les solutions fondées sur la nature. Et en fait, ce qu'on prône, c'est de permettre une évolution du littoral. C'est-à-dire que les soucis viennent souvent à partir du moment où on se dit on a une infrastructure ou de l'habitat et on va fixer le littoral. Donc quand on fait ça, il faut protéger ces éléments-là avec des digues, des choses qui ont été assez dures ces dernières années. Mais quand on prend une approche paysagère, notamment sur long terme, on peut mettre en avant le fait que les paysages ont évolué, déjà, ils continuent à évoluer, et en fait, si on laisse de l'espace à ce littoral pour qu'il évolue, eh ben, il absorbe les effets du changement climatique, donc le littoral recule, il se déplace. Voilà. Et donc cette approche paysagère, dans tous les projets qu'on développe, elle sert à avoir une approche globale, cette approche de sensibilité, de patrimoniale, on va dire, et à montrer qu'on est dans une dynamique naturelle et que les paysages, ils évoluent aussi. En fait, ça permet de lutter un peu contre l'approche fixiste un peu qu'on peut avoir sur ces espaces. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour nous et ça apporte beaucoup. Alors déjà, quand je parle de fixiste aussi, on est souvent, quand on mène des projets, les premières questions qu'on se pose, ou que se posent les gestionnaires, c'est comment est-ce qu'on règle nos problèmes très, très opérationnels. Et donc cette approche paysagère, elle permet de prendre du recul et de se dire mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, comment ça peut évoluer demain, et cette projection paysagère, donc avec les schémas d'intention paysagère, les dessins qui peuvent être faits, ça donne des visions. Alors il y a beaucoup d'incertitudes sur ce que ça va devenir, mais ça donne des visions et ça ouvre des perspectives, c'est-à-dire que certes les choses vont évoluer, mais c'est peut-être pas forcément un drame. Et comment est-ce qu'on accompagne les phénomènes pour aller dans un sens qui convienne en tout cas, et pour lesquels il faut qu'on ait des réponses d'accompagnement. Le maître mot pour nous, c'est l'adaptation en fait. Donc arriver à adapter notre gestion pour accompagner ces évolutions. Et selon vous, quels sont les principaux leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer pour diffuser justement cette approche par le paysage dans la gestion des risques, notamment qui soient des risques naturels, mais là on parle du littoral, mais il y a aussi les risques incendies, etc. Et comment on peut justement sensibiliser les élus et les acteurs locaux à la question du paysage comme moyen et comme outil pour anticiper les effets et les conséquences du réchauffement climatique. Donc c'est vrai que ça reste quand on dit paysage, c'est souvent assez flou. Les gens me disent mais
c'est quoi l'approche paysagère, qu'est-ce que vous voulez dire par là, et ce que ça donne. Mais en fait, on est sur des sites quand même, dans le Conservatoire du littoral, qui sont assez beaux. On parlait de beauté tout à l'heure, et la beauté, c'est important. Et en tout cas, où il y a un vécu, alors soit d'usage touristique ou locaux, ou d'usage traditionnel, qui sont très importants. Et en fait, ça peut paraître abstrait, mais dès qu'on dessine un petit peu les choses, et qu'on projette un peu des évolutions, alors soit des évolutions du passé, soit celles pourraient être celles de l'avenir, de suite ça parle. Et ça fonctionne. Alors j'ai vu un exemple très récemment qui m'a marqué dans le Marais de Brouage, un de nos autres sites adaptés, des étudiants de l'école du paysage de Versailles ont fait une sorte d'historique d'évolution des paysages avec poldérisation, dépoldérisation, tel type d'agriculture. Et en fait, ils ont projeté, comme on est parti d'historique, c'était beaucoup plus facile pour les élus, ils nous l'ont dit, d'arriver à se projeter dans l'évolution en disant, effectivement, on ne va pas fixer les choses, parce qu'il y a des choses contre lesquelles on ne pourra pas lutter. Et donc, quand on voit toutes les évolutions qu'il y a eu par le passé, ça ouvre des perspectives. Et donc, il y a eu des dessins ensuite en disant, voilà, si on nous la digue, effectivement, l'eau va rentrer là, mais peut-être qu'à d'autres endroits, ça va donner ça. Donc, en fait, c'est quand même aussi intéressant. Et à d'autres endroits, on va préserver, mettre de l'agriculture, etc. Donc, ça donne à voir, en fait, déjà le passé. Donc, ça nous met dans un temps un peu plus long que... il faut que je mette une digue pour protéger l'infrastructure ou que je passe une piste, etc. Ça nous met dans un temps un peu plus long. Et puis, voilà, ça donne à voir avec une approche aussi sensible et patrimoniale. Donc en fait, le paysage permet d'ouvrir un peu un imaginaire et de proposer des nouveaux récits en fait aussi sur les territoires. Et c'est vrai que c'est une approche finalement qui est assez différente d'une approche très technique qu'on peut avoir avec des bureaux d'études aussi très techniques. Et donc en tout cas, c'est vrai que le conservatoire a l'air de bien avoir intégré tout ça et d'utiliser très bien ces outils. Mais la difficulté aussi, on peut se poser la question des territoires qui n'appartiennent pas au conservatoire ou qui ne sont pas sous gestion du conservatoire. Et du coup, des solutions qu'on peut leur apporter et comment le conservatoire peut être éventuellement une référence justement sur ces territoires qui sont gérés d'une manière différente. On est à disposition s'il faut. En fait, on a travaillé des collectivités qui ont des territoires beaucoup plus vastes que les nôtres et on le voit. Cette approche, elle donne des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Et donc, on voit que c'est dupliqué sur d'autres espaces naturels qui ne sont pas forcément du conservatoire. Sur l'agglo du Pays de l'Or, ils ont plus de 1000 hectares en gestion espace naturel. Et donc, voilà, ça dissémine. Ils ont aussi des schémas d'intention paysagère. Et voilà. Donc, nous, systématiquement, on pousse à ce que tous les projets soient pilotés par des paysagistes. Et on va dire que ça prend de plus en plus. Donc, sur le Lido, par exemple, donc les travaux ont été réalisés en 2015, cette phase de renaturation. Donc on a un peu de recul maintenant sur la gestion. Et donc l'idée, c'est de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il y a un bilan qui est fait, la gestion coûte assez cher, etc. Bon. Donc moi, je suis arrivé il y a un peu moins de 2 ans. Le premier jour où je suis arrivé, on m'a dit on va mettre le stationnement payant parce que ça coûte très cher au niveau pour la gestion de ce site. Et donc en fait, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est-à-dire on va prendre avant de se dire on va mettre des pansements en fait sur quelque chose qui ne marche pas forcément, on va prendre du recul, on va se réfléchir à une échelle plus large de l'ensemble du Lido de l'Or, parce que le petit travers qui a été renaturé, c'est 60 hectares. Le Lido que vous voyez ici, c'est 420, donc on a une autre échelle. Et on va réfléchir à ce qu'on veut faire de ce site à très long terme, dans les questions de changement climatique, de poursuite de la renaturation, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait appel à un paysagiste, l'agence Alep, qui est venu, qui connaissait un petit peu le site. Donc on a pris ce recul et il est intervenu auprès des étudiants en disant en fait, comment est-ce qu'on peut imaginer le devenir de ce site à 50 ans, 100 ans ? Donc dans le cadre d'Adapto, on a fait des études techniques, de projection sur les mobilités, enfin, on a fait toute une démarche parallèle, des enquêtes de perception suite aux travaux qui ont été réalisés. Et donc on a posé plusieurs hypothèses, donc ça c'en est une, mais de devenir du site à très long terme, voilà, en disant si la mer elle monte, est-ce qu'il faut supprimer encore des routes, etc. Donc ça a ouvert des perspectives. Et là on lance une étude de programmation, l'agglo est parti et il y aura un concours de maîtrise d'œuvre paysagiste pour une deuxième phase de renaturation à plus grande échelle. Voilà. Parce qu'on a donné à voir en fait ce que pouvait être ce site majeur à horizon de 50 ou 100 ans. Du coup, on a tous envie de savoir, on est tous impatients de connaître les résultats. Et aussi, c'est vrai que ça donne envie de se projeter en 2050 ou 2100
et à savoir si l'approche paysagère avait vu juste et si les projections des paysagistes étaient correctes. Et voilà, donc ça donne de belles perspectives et de belles envies pour la suite. Il y a une première remarque qui est, encore une fois, c'est un maître mot, je pense, ce soir, c'est le courage. Parce que le conservatoire a acheté les terrains concernés, etc. Mais sur ces terrains, il y avait la route départementale et le conseil départemental a quand même eu le courage de supprimer 2 km de route départementale, déclassifiée et puis renaturée. Et renaturée, c'est pas renaturé au bulldozer, c'est renaturé assez naturellement. Ils ont simplement enlevé la couche superficielle de bitume et de gravier concassé. Et puis après, ça s'est fait. Et on voit sur les photos la manière dont petit à petit la route disparaît. On voit encore sa trace, mais de moins en moins. Et dans quelques temps, on ne saura même plus qu'il y en avait une. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que moi, quand je suis allé sur place, et ceux qui iront demain matin l'expérimenteront s'ils ne l'ont pas déjà fait, ce qui est très intéressant, c'est cette espèce de mise en scène du lieu. Avant, on se garait le long d'une route, puis il y avait la plage juste à côté. On sortait les chaises longues ou je ne sais pas quoi, ou les tapis de bain, et puis on y allait. Accessoirement, ça accélérait la disparition de la plage. Les vagues butant sur du dur. Maintenant, elles butent sur du souple. Donc ça gratouille toujours, ou ça disparaît toujours, mais un peu plus lentement. Donc on a plus de temps pour voir venir. Mais surtout, on gare sa voiture. On se situe après dans une espèce de... Donc il y a un petit bout de parking en poche, où l'horizon est barré par un système buissonnant. Ce système buissonnant, qui est à peu près à hauteur d'homme ou un peu plus, il y a des petits sentiers qui le traversent, et puis alors là, brusquement, la grande vision de cette énorme plage, avec les pyramides de la Grande Motte au loin, et vraiment, il y a un effet waouh. Quand on arrive là, et j'en reviens au fait que le paysage, ça fait du bien. Que la manière dont on traite cet espace, je pense que ça a beaucoup amélioré la qualité, peut-être pas de la baignade, parce que les gens qui n'aiment pas l'eau, d'autres qui aiment l'eau, puis c'est toujours aussi salé, mais quand même. Alors, on vit mieux, je pense, l'expérience de la baignade à cet endroit depuis que les travaux ont été faits. Je voulais quand même que ça soit dit. C'est vrai que ça, c'est quasiment systématique dans nos projets, en fait. C'est qu'on essaie de créer ce sas, je disais, entre la vie rapide et la voiture et l'espace naturel. C'est vrai que nous, au bout, il y a toujours la mer, les zones humides aussi, des lagunes. Mais voilà, donc il y a toujours l'effet waouh quand on arrive. Et donc, en fait, c'est en créant ce sas qu'on fait mieux découvrir les espaces, que les gens l'apprécient plus et qu'ils le respectent du coup. On peut passer des messages aussi quand on à travers ce sas. Et donc, c'est quasiment... le recul de la voiture, c'est quasiment systématique. Et c'est marrant de voir qu'on est... Aujourd'hui, on est à ça, et quand on lit les documents de la mission Racine, on est donc dans un espace, une coupure d'urbanisation entre 2 stations balnéaires. C'était déjà écrit à l'époque, en disant, voilà, on crée ces stations, mais on crée aussi des espaces naturels qui vont rester naturels avec des sites classés, et de là vont être exclues les voitures. C'était déjà indiqué à l'époque, donc on est toujours un peu dans ce phénomène. Et là, à l'époque, pour le coup, c'était aussi innovant, dans les années 70, même si c'était une recherche un peu de compensation, mais voilà, on est là-dedans. Merci beaucoup pour la présentation. On va peut-être pouvoir passer à un moment d'échange un peu plus ouvert et partagé. Peut-être qu'on peut passer la parole à Louis Villaret. Je ne sais pas si, en tant qu'élu, vous pouvez éventuellement parler de la place du paysage et de l'importance, en tout cas, de l'approche paysagère dans l'aide à la décision. Pour nous, je crois que le paysage est quelque chose qui est essentiel. Les paysages, j'élargirais même, je dirais, c'est la planète, c'est la Terre, c'est le lieu sur lequel nous vivons. Et puis, à côté du paysage, il y a l'humain qui envahit tout, qui devient de plus en plus nombreux. Il y a quelques années, 1,5 milliard, maintenant 8 milliards. Donc, ça crée des déséquilibres, tout cela. Et on se rend compte, là aussi, au petit et au grand travers, tous ces équilibres, avec tous les problèmes de surfréquentation. C'est comme ça que les grands sites, à l'origine, se sont mis en place avec la loi de 1930, avec la loi sur la labellisation, pour essayer de protéger les paysages. Et puis après, les collectivités ont essayé de se mettre, disons, au travail pour, dans un premier temps, essayer de limiter la surfréquentation.
de retrouver l'harmonie, de retrouver l'équilibre nature-homme. Et on se rend compte qu'avec le temps qui passe, on a été amené à aller plus loin. Et maintenant, on en est à la transition énergétique, etc. Et on est amené à aller plus loin. Pour quelle raison ? Parce qu'à partir du moment où on parle du paysage, on parle bien sûr d'un lieu emblématique, mais comme on l'a vu sur les gorges de l'Hérault, après on se rend compte qu'autour de ce lieu emblématique, il y a des espaces qui sont de grande qualité, même s'ils ne sont pas emblématiques. Il y a, disons, des plateaux, il y a des collines, il y a des plaines, des vallées. Et ensuite, on voit que parfois l'homme et l'agriculteur, le viticulteur, a aménagé ces espaces. Et même par rapport à l'œnotourisme, il essaie de mettre en valeur ces vignes pour les faire visiter ensuite, etc. Alors, il y a tout ce travail, et je résumerai cela par le projet, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à un projet. Et c'est vrai qu'on part, par exemple, de Saint-Guyen, on part du parc naturel du Haut-Languedoc, par exemple, ou du Petit et du Grand Travers, mais après, quand on réfléchit, on est amené à élargir et à voir comment on peut aménager cela d'une façon la plus cohérente possible. Et ça commence par la concertation. Et c'est vrai que dans les grands sites de France, on commence par essayer de réunir les gens autour de la table. Et il y a des problèmes toujours entre le chasseur, le randonneur, l'agriculteur et j'en passe. Il y a d'énormes problèmes. Donc il faut 5, 6, 7 réunions, parfois 10 réunions, avant que chacun comprenne que l'espace ne lui appartient pas, qu'il faut se le partager et qu'il faut arriver ainsi à monter un projet qui soit concerté, qui soit voulu par tous. Donc l'important, je crois, c'est le projet, la concertation. Ensuite, c'est la cohérence, essayer d'être cohérent. Alors, c'est vrai qu'on a parlé aussi des éoliennes. On est en train d'y réfléchir au niveau des grands sites et on va faire une proposition au prochain conseil d'administration, à la prochaine assemblée générale sur notre position sur, disons, les éoliennes. Alors, tant que le conseil d'administration n'a pas décidé, je ne vous dirai rien. Vous dire simplement qu'on n'est pas contre, a priori, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc il faut trouver là aussi l'harmonie entre ces nouvelles énergies et ces énergies renouvelables dont on a besoin, mais en même temps, il faut sauvegarder nos paysages. Donc le projet, c'est la concertation, c'est la cohérence, et puis c'est la transversalité. Et c'est ce qu'on manque dans notre pays, à tous les niveaux, depuis la commune jusqu'à l'État. Disons, pour travailler entre les différentes directions, on a une vision toujours très verticale des choses, mais on n'arrive jamais ou rarement à se mettre tous ensemble pour essayer de travailler dans le cadre de la transversalité. Et je crois que sur tous ces projets, on a besoin de tout le monde et il faut arriver à se concerter et à travailler tous ensemble. Alors, c'est ce projet qui est concerté, qui est cohérent, qui est transversal et qui doit être au service, bien sûr, du paysage. Alors, je dirais du paysage naturel ou du paysage urbanisé, parce qu'il y a des villes, il y a des villages avec un patrimoine de grande qualité qu'il faut aussi préserver. Et puis, pour aussi être, disons, pour préserver la vie des habitants, parce que les habitants aussi se sentent souvent dépossédés de leurs biens quand ils sont envahis par les visiteurs, par les touristes. Donc le projet, il doit prendre en compte la vie des habitants et en même temps, il faut prendre en compte la vie des visiteurs, les visiteurs qui viennent. Il faut qu'ils le fassent dans les meilleures conditions. Et tu as parlé de qualité tout à l'heure, et c'est vrai que la qualité aussi, c'est un mot fort qu'il nous faut appliquer à tous nos projets. Alors voilà un petit peu toute la démarche, la méthodologie qu'on essaie de mettre en place. Et c'est vrai que quand on parle du grand travers, du petit travers, je me souviens à l'origine, quand ce projet est venu au niveau du Conseil général, on a pensé au projet. Mais c'est vrai que ce projet, il faudrait intégrer aussi depuis le Rhône, l'embouchure du Rhône, jusque, disons, à la frontière espagnole et même au-delà, parce que l'incidence sur le littoral, elle est globale. Et donc, chaque fois qu'on fait un point fort
ou un aménagement à un endroit sur le littoral, ça a des conséquences sur le reste du littoral. Donc ça veut dire qu'il faut avoir là aussi une vision globale, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on monte un projet global d'aménagement, eh bien, on pense que le grand travers, le petit travers, c'est bien de les aménager, mais encore faut-il penser au transport. Et je crois qu'à l'origine, à l'époque, ils avaient un petit peu oublié cela. Je jette de pierre à personne parce que c'est pas facile de monter des projets, mais je crois que là aussi, il y en a qui ont la nostalgie du petit train de Palavas. Peut-être que ça aurait été bien qu'il soit toujours en place. Bon, voilà quelques idées un peu diffuses, mais enfin, félicitations, disons, à Jean-Pierre Thibault pour sa vision, la vision qu'il a du paysage. Je crois que tout doit partir du paysage, et puis au-delà de l'aménagement, de tout ce qui est très terre-à-terre, il y a quand même un aspect, disons, je crois, d'émotion. C'est que le paysage, nous y sommes attachés, nous aimons ce paysage. Chacun qui se trouve dans un grand site, il aime sa montagne, il aime son littoral, il aime son village, il aime son patrimoine, et ça c'est quelque chose qui est très fort et qui doit nous pousser à essayer d'aménager ce paysage du mieux possible. Et je terminerai, je m'excuse, hein, je suis trop long, et je terminerai par le mot aussi, tu as employé le mot de santé, c'est important. La santé, c'est l'équilibre, tu as précisé, c'est l'équilibre de l'humain. Et je crois qu'on a besoin d'équilibre l'humain, et c'est dans le paysage qu'on retrouve cet équilibre. Et on a perdu, je crois, cette vision du paysage. On s'est urbanisé dans des grandes métropoles et au-delà, et on perd un peu la nature. Hein. On ne connaît plus la nature, et je crois que cette relation homme-nature est quelque chose d'important pour l'avenir, pour notre avenir, que ce soit celle du paysage ou le nôtre propre.